Ouais. Alors déjà, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment cool d'être faire participer de Blockchain on Chain. Alors, Blockchain on Chain, ça vient de l'initiative qui est assez similaire de ce qu'on veut faire chez Swissborg, c'est de vraiment de scale up la blockchain, de vraiment commencer à arriver à une adoption de masse de la blockchain. Et pour ça, il faut commencer par l'information. Et cette conférence-là, c'est un peu exactement parler de la blockchain, de comprendre vraiment le on-chain de la blockchain, vraiment comprendre ce que c'est l'écosystème, comprendre la philosophie de la blockchain, comprendre aussi les acteurs de la blockchain, comprendre la technologie de la blockchain. Et ça permet vraiment au grand public et aux spécialistes de venir découvrir des thèmes vraiment intéressants avec des personnes qui sont vraiment, je dirais, de haut calibre dans le monde de la blockchain. Alors, on est en direct, hein, donc du coup, il y a du monde, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. D'ailleurs, ça, c'est super encourageant, parce que le but d'un événement, c'est quand même de réunir du monde. Je dirais là, ce matin, il y a 500 personnes à peu près qui ont fait le déplacement pour venir parler blockchain à Genève. Exactement. Donc la Suisse, comme on sait, c'est une place assez connue pour la blockchain. Et aujourd'hui, on a la chance de faire ça à Genève. Genève, pour l'instant, c'est pas la crypto-vallée, c'est pas comme Zug ou Zurich, mais on est quand même content de voir que finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont super intéressées par la blockchain. Et on remercie tous nos sponsors, tant qu'EY qui sont là pour faire que cet event se réalise. Ouais. Et c'est clair qu'au niveau de la blockchain, ça fait bouger. Nous, sur Paris, on a pas mal d'événements. Je sais pas, par exemple, Crypto Mondays à Station F, ça réunit beaucoup de monde, beaucoup de professionnels. Et parmi vos sponsors, là, on voit par exemple Natixis Asset Management, quelques gros noms, Ernst Young de la gestion et du monde financier classique. Est-ce que tu le ressens, justement, cet intérêt, cet engouement? Et par contre, je mettrai en parallèle cet engouement autour de la blockchain et les grosses sommes investies par les sociétés pour développer ça. Et par contre, les crypto-monnaies qui se portent plutôt mal. Comment toi, tu vois ça? Tu es au centre de la chose, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Ouais. Donc oui, je pense que le but de Blockchain on Chain et aussi de Swissborg, qui forcément est un corollaire, c'est de vraiment faire le pont entre l'off-chain et l'on-chain. Donc apporter ce qu'il y a du monde financier d'avant et de l'empower avec tout ce qui est blockchain et tout ce qui est distributed ledgers technology. Et je dirais aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit vraiment cette adoption qui commence à devenir pas de masse, mais qui devient de plus en plus grand, et qu'on arrive à avoir des sociétés qui arrivent à avoir des vrais use cases où on peut vraiment utiliser la blockchain, pas seulement pour investir, mais vraiment pour permettre de disrupter toutes les différentes industries, à travers la votation ou les droits humains, mais aussi à travers les paiements ou à travers l'asset management et encore d'autres différentes industries d'IoT. Et je pense que la corrélation qu'il y a entre le hype qu'il y a eu l'année dernière de l'investissement des cryptos était un peu trop important et par rapport à ce qu'on développe aujourd'hui. Donc l'année dernière, il y a eu cette vague un peu folle d'un marché qui a fait 33x et cette année, il y a clairement eu un pullback parce que les gens, comme toute bulle qui arrive, et on arrive dans une euphorie qui est malheureusement incontrôlée et les personnes ne recherchent plus vraiment en fait à développer une technologie, plus développer un nouveau écosystème, mais juste à se faire du rendement très vite. Donc en général, toutes ces bulles-là, elles explosent à un moment. On n'a pas vraiment vu une explosion, mais quand même un drawdown de 80%, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, on est en train de voir justement quels sont les bons élèves, quels sont les futurs Amazon, quels sont les futurs Google qui sont en train de s'établir et en train de délivrer tous leurs différents produits et services, je pense. Ouais, c'est intéressant parce que tu fais une métaphore avec la bulle Internet, où finalement il y a eu aussi cet excès et des corrections, voire certaines sociétés qui ont disparu. Mais malgré ça, derrière, il y a eu des Amazon, des Google, des Facebook. Est-ce que c'est comme ça, toi, que tu ressens le contexte dans lequel on est actuellement ? Exactement. Aujourd'hui, il y a 1500, 1700, 2000 de différents tokens. 90%, 95% vont mourir, mais il y aura 5 à 10% de ces tokens-là qui deviendront les entreprises de demain. Et justement, chez Swissborg, on est vraiment en train de pas seulement identifier ces différentes entreprises, mais devenir ces acteurs-là. Et pour ça, on n'a pas seulement besoin d'un site internet avec 3 développeurs et un white paper. Il faut vraiment avoir une gouvernance d'entreprise où on arrive vraiment à créer une belle technologie, une belle interface, un case qu'on arrive vraiment finalement à disrupter une industrie. Et pour cela, il faut faire de façon communautaire. Est-ce que vraiment, nous, en train de développer, je pense, chez Swissborg, on a différents projets qui sont déjà arrivés à bout,
donc le référendum, ça les permet des gens de voter sur les décisions qu'on prend et ensuite ils sont rewardés, donc on les paye pour cette intervention. On a l'ICO Platform qui permet de lancer différents ICO de nos partenaires ou à travers des compétitions afin de faire des nouvelles ICO. On a bientôt les indices qui sont en train de sortir, des indices où les gens pourront directement investir dans un indice qui reflètera des sous-jacents de différentes cryptos. Et je pense que c'est vraiment là que 2019 va être l'année où les gens vont commencer à vraiment livrer leurs produits et services. Et là, l'engouement du marché va revenir et avoir aussi une soif du côté institutionnel qui jusqu'à aujourd'hui, Goldman Sachs et d'autres différents acteurs ont beaucoup parlé, mais ils ne sont pas intervenus pour des raisons d'instabilité politique. On n'est pas encore sûr de l'avenir des cryptos. On essaye maintenant avec les organismes comme la FINMA ou le Market Authority of Singapore ou même l'AMF aujourd'hui qui a fait des différents projets là-dessus. Il y a le problème encore de wallets et de crypto, de crypto wallets et de cybersecurity qui est encore un issue. Mais je pense que 2019, Q1, Q2, ça va vraiment être là l'engouement où il y aura les projets, il y aura une meilleure législation vis-à-vis des cryptos, il y aura de mieux en mieux des use cases qui permettront vraiment d'avoir la valeur vraie de la blockchain. Et il y aura aussi tout ce qui est cybersecurity avec des wallets que nous on est en train de construire. Et je dois aller présenter et paraître, donc je dois vous laisser malheureusement. Merci Cyrus. Nous sommes à Genève, à l'événement Blockchain Unchained. Vous êtes Émilie Raffo, vous travaillez pour Taurus, une société en rapport avec la blockchain. Est-ce que c'est une jeune société, une start-up? Est-ce que c'est une société déjà développée? Est-ce que vous avez fait une ICO ou quelque chose de la sorte? Alors, donc c'est une société qui est jeune quand on la compare avec des standards un peu d'industrie traditionnelle, mais dans le monde de la crypto, on est assez vieux. En fait, on est une des premières agences marketing d'ICO. Donc, on a travaillé depuis 2015 dans des ICO, ça fait quand même c'est vieux en crypto. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On aide justement des startups à faire des ICO, à lever des fonds, à développer vraiment une image de marque et à exprimer leur message en fait d'une façon claire et qui est compelling, qui est engageante pour le public. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait. Ok. En effet, la communication, c'est important. Dans le monde des ICO, c'est-à-dire des petits projets qui cherchent des fonds, forcément, c'est primordial. Aujourd'hui, on a un peu un tournant dans ce secteur. Il y a eu 2017 où c'était l'euphorie et tout fonctionnait. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Quel est votre point de vue en tant que professionnel à ce sujet ? Ah bah c'est clair que tout est beaucoup plus compliqué, notamment mes finances. Alors, c'est beaucoup plus dur de lever des fonds. Les gens sont beaucoup plus frileux, ils ont peur que ça tombe encore plus. Enfin, là maintenant, on est le 12 septembre, le week-end juste avant, l'Ethereum a encore été divisé quasiment par 2, alors qu'on pensait que c'était déjà au fond du trou. Enfin, c'est vraiment dur de savoir jusqu'où ça va aller, en fait, cette diminution de prix. Mais aussi, du coup, c'est dur de motiver les gens à investir en sachant qu'il y a un risque monétaire, donc un risque de change, qui fait que leur investissement, forcément, si l'Ether chute encore complètement, leur investissement va être moins rentable. Donc c'est hyper compliqué. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'énergie et d'engouement autour de la blockchain et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'en est un bon exemple, il y a plusieurs centaines de personnes réunies ici à Genève. Je suppose que vous demeurez enthousiaste à ce sujet. Comment voyez-vous l'avenir, en tout cas dans les mois ou années qui viennent, par rapport à tout ça? Est-ce que le marché des cryptos va repartir? Est-ce qu'on va plus se concentrer sur la technologie blockchain? Alors, je pense que vous faites une super bonne observation. Effectivement, il y a quasiment 600 personnes qui sont là, si j'ai bien compris. Alors que la crypto a baissé, enfin si on prend Ethereum, a baissé de plus de 85% en quelques mois. Donc quand on voit des gens qui viennent encore alors qu'il y a eu un crash pareil, c'est quand même qu'il y a un engouement qui est assez important et qui est plus que juste la ruée vers l'or. Donc il y a ça. Maintenant, votre question c'était comment est-ce que ça va avancer? Est-ce qu'on va s'orienter plus sur la blockchain? Moi, franchement, ce que j'espère, c'est qu'on va arrêter de parler de blockchain pour parler de blockchain. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête d'utiliser la blockchain comme un objectif final, de dire, allez, j'ai la blockchain, comment est-ce que je vais créer un business model autour de ça? Mais plutôt de dire, j'ai un business model et je vais peut-être utiliser la blockchain pour l'améliorer. Je pense que ça, quand on arrivera à dire, la blockchain, c'est juste un outil pour résoudre quelque chose, pour résoudre un problème, pour offrir un service, un produit, alors là, je pense qu'on sera sur la bonne voie.
Très bien. Pour parler un peu de Taurus, du coup, vos clients sont uniquement des startups ou maintenant vous travaillez aussi avec des sociétés plus établies qui ont besoin de gérer leur communication dans ce domaine? Ouais. Alors, on a tendance à aller plus vers des startups. Donc on va prendre une start-up qui, vous voyez, qui a ce petit éclair de génie mais qui n'est pas tout à fait là encore, vous voyez. Et donc ça, on essaie de prendre ces start-up-là et vraiment pendant 6 mois, on les accompagne à fond, on les aide à vraiment développer tout ce qui leur manque, à combler leurs lacunes. Ça, c'est ce qu'on... Mais maintenant, on fait aussi, comme vous dites, avec des startups un peu plus établies, où on aide à faire un travail ponctuel sur la communication, sur le messaging, créer des nouveaux contenus. Et ça, on fait aussi des choses plus comme ça. Ouais. Ok, et quels sont les gros projets, les grosses sociétés sur lesquelles vous travaillez en ce moment? Alors en ce moment, je ne peux pas vous dire malheureusement, mais dans le passé, on a travaillé avec Polymath. Ça, c'est vraiment une des startups qu'on a pris pendant 6 mois. On a travaillé avec Neo, on a travaillé avec Quantum. On a travaillé vraiment avec des beaux projets, quoi. Donc, parce qu'on était un des premiers de l'industrie. Mais moi, j'étais pas encore là, hein, donc c'est pas grâce à moi. Très bien. Pour se renseigner sur Taurus, on peut se rendre sur votre site, je suppose? Ouais, c'est taurus.solutions au pluriel. Tout à l'heure se tenait un panel à propos des femmes qui entreprennent dans la blockchain. C'est un secteur majoritairement masculin, comme beaucoup de secteurs dans la technologie. Qu'est-ce qui s'y est dit et quel est votre point de vue à ce sujet? Ouais, alors pour illustrer votre point justement, donc le secteur de la blockchain, si on prend par exemple les gens qui possèdent des wallets Ethereum, des portefeuilles Ethereum, c'est entre 85 et 95% d'hommes. Donc c'est quand même très masculin en effet. Qu'est-ce qui s'est dit dans ce panel? Moi vraiment, c'est un truc que j'ai répété beaucoup de fois et que je vais encore répéter. J'espère vraiment que j'arrive à ce que les gens retiennent ce message. C'est les biais inconscients. C'est-à-dire, vous voyez une femme, vous avez tendance à vous dessiner une image d'elle et malheureusement ça se passe inconsciemment où on va supposer qu'une femme est un peu moins compétente, un peu moins... voilà. Et ça malheureusement ça arrive à toute la population, pas qu'aux hommes, hein, les femmes aussi. On voit une autre femme et on va tendance à estimer qu'elle est moins compétente. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux vraiment mettre l'emphase. C'est qu'il faut faire attention à ces biais-là. Il faut se dire, quand on discute avec une femme, quand on voit une femme en face de nous, est-ce que notre impression qu'on a d'elle, elle est parce qu'elle est une femme ou bien parce à cause des actions qu'elle pose? Ouais. Ses compétences réelles. Exact. Ouais. Tout à l'heure, lors de la conférence, vous donniez un exemple de l'intérêt d'avoir vraiment plusieurs profils au sein d'une société. Vous parliez donc d'avoir des hommes et des femmes, vous parliez aussi d'avoir des personnes de culture et d'origine différentes, parce que parfois on ne se rend pas forcément compte des besoins et même de réalité des différentes personnes. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? Bien sûr. Alors donc l'exemple que j'ai donné, c'était donc c'est une société qui développait des robinets automatiques. Vous voyez, les robinets, vous mettez vos mains et l'eau coule toute seule. Et donc elle développe ces robinets automatiques, elle les commercialise, donc ça arrive dans des endroits publics. Et là, il y a une vidéo qui a fait un buzz incroyable il n'y a pas si longtemps, je crois, où un noir arrive. Il veut mettre ses mains pour qu'il y ait l'eau qui coule et en fait le robinet ne reconnaît pas les mains noires. Donc c'est-à-dire que c'était une boîte, une société où il n'y avait que des blancs qui travaillaient pour développer ce robinet automatique et le jour où une personne noire a voulu se laver les mains, ça ne marchait pas. Et pour moi c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des femmes, et comme vous disiez, plus que des femmes, des gens de culture différentes, d'âge différents, des gens d'orientation politique différente, voilà, d'avoir vraiment de la diversité, parce que si on a un groupe de personnes qui pensent de la même façon, qui réfléchissent de la même façon, on développe des produits qui ne sont pas adaptés à la population tout entière. Et déjà, en tant que business, c'est pas très bon parce qu'on peut vendre à moins de gens. Mais ensuite, si on arrive à avoir des blockchains qui ont un impact sur le gouvernement et la façon dont la société s'organise en général, on peut arriver à des sociétés complètement inégalitaires où 50% des citoyens sont oubliés. Ce serait terrible. Ouais, mais un des projets de base de la blockchain et des crypto-monnaies, c'était justement cette liberté et un maximum de diversité, le fait que tout le monde puisse y participer. Peu importe son statut, d'où il vient, etc. Dans le concret, est-ce que c'est vrai ou la blockchain finalement devient un peu un secteur comme les autres? Alors j'ai un super bon exemple à vous donner par rapport à ça. Donc encore un truc qui a fait le buzz cette année, c'était, je pense que c'était vraiment début de l'année, début 2018, il y avait une conférence à Miami, une grosse conférence crypto. Et déjà il y avait 88 speakers, enfin 88 intervenants et 85 étaient des hommes. Déjà voilà, ça donne déjà le ton. Et puis ensuite, la soirée networking après se passait dans un strip club.
mais c'était un événement avec des milliers de personnes et tu payes 1 000 € ta place en tant que femme et ton networking il est dans un strip club quoi. Donc voilà, c'est un peu pour dire qu'effectivement ça se voit que c'est un milieu masculin et oui, je pense qu'on voit un petit peu les dérives. Enfin, moi je vois beaucoup de... Bon, j'ai pas envie de critiquer parce que j'aime bien ce secteur, mais c'est vrai que parfois j'ai un peu l'impression d'être dans le loup de Wall Street quoi. C'est un peu la finance avant que ce soit... et ça reprend des travers du monde de la finance avant qu'elle soit régulée comme elle est maintenant. Merci pour toutes ces réponses. En tout cas, Blockchain Unchained a fait un effort en ouvrant ce panel et en faisant le suivi. Exactement. Ouais. Bonne continuation, merci. Merci beaucoup. My name is Stani Kuleshov. I'm the founder of Etland. So basically, Etland is a collateral-backed lending model in the Ethereum network. So basically, we give loans to people who hold cryptocurrencies, who basically are cash poor but cryptocurrency rich. And basically, our technology is upon the smart contracts on Ethereum. And we came here to Jordan today with the invite of Swissborg to participate in this event, and we're happy to be here in Geneva. Okay. It's a company that it already works. It's not something easy on the blockchain and on the crypto world because there is a lot of idea, a lot of project, but not everything become a good company. It's your situation because you have 15 employees who works full time. Yeah. Why do you think that on the blockchain world there is many ideas that don't become good projects? I think the most difficult part is the usage, because if you have a good idea, but also the product itself needs to be workable. And for example, what Etland has done well is basically we have created a product that actually there's a demand and it's easy to use. And basically the proof of concept here is that from the beginning of this year we have over 20,000 Ethereum lending volume, which is roughly an average Ethereum price over 50 million USD. And all of the loans are secured by smart contracts peer-to-peer. So I think it boils down to basically have a good idea, but also have a good execution and actually a product that works. And that's something that's kind of a key of the Etland success. Okay. So we are in live, so there is people, but it's like this, it's an event where maybe 500, 600 people, which is good. That means that there is a big interest in Switzerland for blockchain, and also a big company. We can meet people from the regular finance sector, so maybe we can speak in French with Jordan. Alors Jordan, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on se connaît depuis bien longtemps et on s'est croisés ici par hasard, donc tu fais partie du projet. Pour l'audience qui parle français, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc c'est des prêts qui sont faits à des sociétés qui travaillent dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie. Alors, c'est des prêts qui sont faits à des business ou des investisseurs en fait, qui ne cherchent pas à vendre leurs assets et qui veulent récupérer la liquidité de leur holding en cryptocurrency, donc que ce soit des tokens ou de l'Ether. Si on va dire que c'est comme dans les actions. On va avoir des actions Apple et on a envie d'acheter des actions Facebook par exemple. Et sauf qu'on n'a pas assez de liquidité, donc on va mettre les actions Apple en collatéral pour obtenir un prêt, pour débloquer la liquidité et acheter des actions Apple et du coup tenir deux positions. Donc ça permet, c'est exactement le même modèle mais en crypto-monnaie. Ouais. Bon, on est à l'entrée, c'est un peu le bazar, mais on comprend l'idée. Donc si vous avez 15 employés, c'est que c'est une société qui fonctionne. Combien de clients vous avez et est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui a de l'avenir d'après toi? Oui. Alors depuis le début de l'année, comme Stani l'a dit tout à l'heure, le volume n'a fait qu'augmenter en fait, principalement depuis janvier. Et le marché n'a pas eu d'effet sur le nombre d'utilisateurs et les personnes. Et au-delà de la communauté, les personnes reviennent, refont des prêts. Donc une fois que les personnes comprennent le système et comprennent le modèle qu'il y a derrière, elles reviennent. Donc c'est intéressant. Oui. Et nous, on voit un attrait en fait, non pas seulement de la part des individus, mais aussi de la part des business pour commencer ce même modèle aussi. Et justement commencer à faire des institutions plus classiques commencent à se poser la question de comment faire des prêts sur les assets en crypto. Et du coup, nous aussi, c'est quelque chose sur lesquels on travaille avec ces institutions pour fournir des solutions en B2B aussi pour qu'elles puissent, elles aussi, commencer à avoir ce propre business model.
Ok. Et effectivement, la liquidité, c'est un problème sur le marché des crypto-monnaies, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où il y a plus de défiance vis-à-vis des crypto-monnaies. Il y a des marchés qui commencent à se replier. Toi, comment tu vois les choses? Est-ce que tu es plutôt confiant pour la suite? Est-ce que tu penses que les crypto-monnaies vont se reprendre, ou au contraire que la blockchain a peut-être de l'avenir, mais les crypto-monnaies, c'est quelque chose de moins certain? Oui, je pense qu'il y a un avenir certain pour la technologie. Pour tout ce qui est des assets qui sont tradés, c'est plus compliqué à dire. Si je pouvais prévoir le marché, je le ferais. Mais oui, je pense que ça va revenir. Il y a des moments comme ça où on est en bear et donc ça descend. Mais au final, il y a de plus en plus de startups avec des vrais produits, avec des vrais utilisateurs. On va passer au-delà un petit peu de la spéculation, mais aussi avec des choses qui prennent de la valeur de façon organique. Parce qu'elles sont utilisées, et je pense que les 2-5 prochaines années à venir vont être très intéressantes sur ces sujets-là. So, for more information about your company, you can go on your website. What is the name of your website? So the website name is etlen.io, and basically people who actually want to know about this lending model or actually are holding Bitcoin, Ethereum, and don't want to sell but are needed for a loan, that's a place to go. And also we're here because of we're launching soon a couple of institutional products, for example, custody and clearing, and there's a lot of good information that will be posted in our blog as well. Okay, most of your customers are from retail or from institutional until now? It's an interesting question. There's a lot of private investors that are actually using our software, but we see that there's a lot of projects that actually raise an extensive amount of capital in form of ICO, which is basically an initial coin offering. And some of these ICOs do not want to sell the Ethereum that they have raised. And instead of that, what they're doing, they're taking loans to avoid the selling. And that's a way to kind of use our application to avoid losing the exposure, the upside of the cryptocurrency, or, for example, tax reasons. So I would say it's a bit of 50-50 at the moment, but we see tendencies from the institutional side now more. Is there a minimum to participate to your, so to have a loan or to finance a loan with your system? Yeah, it's an interesting question. We do not have a minimum participation amount, but it boils down to the efficiency. Currently, it's efficient to use the Ethereum blockchain if your transactions are over, let's say, 10, 20, 30, for example, US dollars or euros. But I would say the average loan amount is roughly somewhere in 1,500 euros. Thank you for your answers. And if people want to have more information, they can go on your website or on the social networks, I guess. Yeah. Yes, definitely. Thank you. Merci. Merci à vous. Merci. You are early adopter of Bitcoin. Can you present us your background and your point of view about Bitcoin? So, yeah, I got involved with Bitcoin in early 2012, and you know, Bitcoin has always gone in the same direction. It has kind of a wave effect where it never falls below the last previous high. And we're seeing this again. This is the 6th or 7th time it's happening, as far as I've seen, where Bitcoin will now run up and do a bull run, probably up to the hundreds of thousands, and then it will fall back down to 20,000 because 20,000 was the last previous high. Just like right now, it's at 6,000, and the previous high was about 5,500 or 5,800 and something. So it shouldn't go below 5,800, and it hasn't. And we see this all the time. We saw it again at 3,000, and we saw it at 1,900. Bitcoin runs in waves. And also what's really, really important is that Bitcoin is a bottom-up economic system. It's not a top-down. It's not coming from a government or a king. It's coming from the people. We've never seen this on the planet before. This is amazing. But also it brings a bit of
I don't know how to say that in English, but people can be afraid because we don't know who created this concept. Do you understand people who are afraid about it, and what is your point of view as an enthusiast? Absolutely. I mean, I understand people getting worried that, a traditional system that we've grown up with, that has been working for the last at least 100 years, and we trust the banks and we trust the governments around us. But this is a unique thing for Switzerland, and also where I'm from Norway, and most of Europe too has the same thing. People really do not trust our government around the world, and they do not trust our money supply. Look what's happening in Venezuela, Argentina, what happened in Greece and Cyprus, the Ukraine. This has happened all over the world in the last hundreds of years. It's time that we go and get rid of third-party trust and get onto a system of verification, which blockchain really is. It's not a trust system. It takes trust completely out of the equation and puts in verification instead. Verification is a lot simpler, and it's very easy for our computers because it's a binary system. Either you can verify or you cannot verify, and a computer can do that for you. We don't need banks. We don't need insurance companies. We don't need all these trust entities that run society today. We can run society on verification, on computers, on the internet. And I know this sounds scary. I know that people have a hard time understanding what I'm talking about, but people that have seen, like myself, what the blockchain can do and what the blockchain really, really is at its core, understand that it's a system of verification that cannot be manipulated, cannot be changed, cannot be run differently. And I think we need to embrace it. I think this is something we need to do as an evolution of the human species. That's how important this is. So you're a real believer that blockchain and cryptocurrencies are a revolution. It's not a trend, it's not something fancy, it's a real evolution in the way that people consider the money. Not only money. Not only money, governments, insurance, everything that we know that is based on trust. Trusting business, trusting governments, trusting the way we handle everything. This can be done with verification. We can have an ultimate truth on what's right or wrong. I mean, there's a lot of projects out there with fake news out there now. I don't really see the solution of that to start with, but I know there's a solution, and I know it's going to be blockchain running it, or blockchain-like systems. I don't like to use the word blockchain. I rather use verifiable, decentralized, cryptographically secure systems, which is what it really is. Okay, and why Bitcoin and why not other cryptocurrencies? Not there is a lot of cryptocurrencies. Why Bitcoin? Because it's the first, because it's the project where there is the more powerful programmers. Yes, so Bitcoin has been running for some years now. Bitcoin became the largest machine in the world in 2013 when it surpassed SETI. SETI was the largest machine. That was the search for extraterrestrial life. This machine is still quite large, but Bitcoin beat it when Bitcoin was running its algorithm at 4,000 terahash. I know for most listeners that 4,000 terahash doesn't mean much, but Bitcoin today is running on 50 million terahash per second, which is a heck of a lot bigger than 4,000 terahash. And it's huge. It's a lot bigger than it needs to be. It's super, super secure. And if
if any of the bigger pools or the bigger players in Bitcoin really wanted to destroy, for instance, a smaller coin, one of the altcoins, they could do a 51% attack quite easily with the power now distributed in Bitcoin. No one can do that towards Bitcoin. No one can do it towards Bitcoin Cash either, because it's run on the same mining power. And I believe that Ethereum is also within that range, that no one could attack it with a 51% attack, because Ethereum uses another algorithm. But pretty much everything else runs on similar algorithms, and therefore could get attacked by some of the players in these markets. I'm not saying that it's going to happen, and I'm not saying that it's attractive, but it could happen, and it cannot happen to Bitcoin. Therefore, Bitcoin has a reason for its value. Its value is a reasonable value. That is because it cannot be hacked. It's absolutely too secure, and it's much more secure than it needs to be. Thank you, Björn, for your answers, for your point of view, and we are in live here in Blockchain Unchained. What do you think about those kind of events? It's a good thing? It's a very good thing. It's a very good thing to meet other people, look at different projects going on, and just understanding technology from all parties and all sides, and let's make the world better, you know? Okay, thank you and enjoy. Yeah, Gion is a location-based service that utilizes blockchain for digital asset transfers. So what it enables users to do is to create digital asset wallets and pin them to a location on the map. So you can create, we call them Gions. It's like virtual beacon, which is a wallet, where you can store cryptocurrency, and then you define the rules for other users to be able to withdraw the cryptocurrency. So the basic one is you would define the range within the users need to be in order to withdraw the currency. And the process of withdrawal, we call it geomining, because it's not mining in a traditional sense where you have in other cryptocurrencies, but it's mining based on proof of location. So the user's device, which is usually user's smartphone, needs to generate a proof of location that satisfies the Gion criteria for presence at a location, and then other proofs, which also are defined by the Gion creator. So you gave me several examples before. So for example, a big company like McDonald's with your project could create an incentive to their customer to be in a place, so in a McDonald's, because they have something it can be a token or it can be something. Yes, so, but just to take maybe a little step back, what Gion allows you to do is to send cryptocurrency to a location on Earth instead of an address on a blockchain. And that has a lot of different consequences. So one of the, in other words, you don't have to know the address on the blockchain of the recipient, and there can be multiple recipients. One of the basic case, it's at a high level, it's essentially attracting crowds to a location. So you would create this Gion at a certain location, and you would announce that, or actually users will be able to discover that using the Gion app, and you announce that to your customers if you're a business, for example, and you can tell them that, hey, if you travel to this location, you show up here, you'll be able to geomine this Gion, and you will be able to get the tokens in the Gion, and then you'll be able to use the tokens for a discount at our business. So that's the main kind of customer acquisition device that we're thinking about, that will have the main use case. Another case is charity, which is actually, removing the charity as an institution from the whole
end-to-end charity scenario. So imagine there's a natural disaster someplace on Earth. You would create a geon in that location, and you define other possible rules for geomining, like the distance from the geon, maximum amount of geons per user that can be withdrawn, and that can be coupled with other security measures that I can talk about later, like KYC. And people touched by the disaster can, in that location, you can transfer the funds to those recipients in that location. So charity is another big use case that we think will kind of be prevalent on Geon network. In other cases, it's actually kind of a specific case. For example, let's say you're an employer. And you want to make sure that your employees show up at a certain time for work, like for example before 9. So you would create a Geon with a schedule that at your workplace that enables that opens geomining like 10 to 9 and then closes geomining at 9. So whoever was there between 10 to 9 and 9 will get to geomine, and then you have the proof that they were physically present at that location. So they showed up at work on time. And basically there's many more cases. So the thing is that we want to provide a platform for users to come up with many different use cases for that. Another major case which we think would be useful is for like terrain games. Or like follow the leader type of games. So another feature of Geon is that you can tether it to a mobile device. So not only can you create stationary Geons at specific locations, but you can tether them to mobile devices. So as you move with your smartphone, the Geon on the map will move with you. So if you're let's say you're organizing a protest or a parade, anyone participation in the parade, you would create a Geon, you would tether it to your mobile phone, and then anyone who would like to geomine from your Geon, they would kind of follow you, and that would create like a following, like maybe a longer parade or something. So yeah, there's quite a lot of use cases. Okay, where are you in your business plan? Plan you to do an ICO? Did you already made an ICO? When your product will be ready to use? So currently we're, in terms of kind of investment stage, we're in the private investment round. We're in like a third investment round right now. We're planning to do an ICO once we reach a certain cap and with private investors or contributors, so we're looking at the next month or two with the ICO. With regards to the product, we have an MVP that's working. It does not have it has the basic functionality, but it has a really nice user interface, because that's where we're aiming at. We really want it to be nicely usable and with a nice user interface and fantastic experience for users. So we have this application on iOS and Android phones that customers can use and try and test it out. Currently, the backend, as I said, this is a blockchain-based application. So the transfers of cryptocurrency are recorded on the blockchain, and we're currently using Ethereum testnet. So it's not a valuable token that you can transfer using the Geon and that you can put in the Geon, but it's a token on a testnet. So it's working right now on Ethereum. And so the plan is to release the alpha version with core functionality, like different features for the Geons, within the next month. Okay, so next month we will have news about your project, and you will create an app, so it will be able, I guess, on the Play Store, App Store, and Google Play. Okay. Last thing, can I ask you your analysis about the cryptocurrency markets as a professional and an entrepreneur of this sector? We can see that the cryptocurrency market have a hard moment since several months now, since the beginning of the year. What is your point of view?
Oh, I think it's a natural cycle, and it's actually quite a few factors. If you're talking about, for example, Bitcoin and a few other more established cryptocurrencies, that's a natural cycle that we've seen in the past. It gets to a little bubble, like it happened at the end of 2013, and there were bubbles before then. It got to another bubble towards the end of last year, and now we're in this kind of phase of a bear market, and it can go even lower than it is right now. And we're in September 2018, but it's just a phase. It's just a phase. When more and more users around the world, institutions realize the potential in this technology, and I'm talking about blockchain, but actually the number one use case for blockchain is cryptocurrency. There's a couple more, like identity on blockchain, which are like, I think those are the ones that are really have justification to be on blockchain, because today people are talking about many different use cases for blockchain, which many of them don't make sense. But I would say cryptocurrency and identity on blockchain are the main ones. So in terms of the current cryptocurrency market, for the main ones today, it's a natural cycle. I think we're going to recover from that. In terms of the ICO market and utility tokens, it is another bear market that we're looking at right now. But I think this comes as a result of a disillusion in the utility token, because in 2017 was a huge market for utility tokens, and now we're actually looking at this and we're going, well, a lot of them either don't make sense, or the economy does not work as people thought it would, and a lot of them, the token economy is not sound even to begin with. So utility tokens, it seems they were overhyped in the past year. And even ourselves, we are a utility token, but we have a token economy that we think is reasonable, but we're actually looking right now to improve the incentives for different actors in the system, in the ecosystem, to use the token. So I'd say our token company is still not finalized. So we think we need to improve that. But I think that's one of the main reasons for the bear market in ICO ecosystem. It seems that institutions like financial institutions are now more interested in security tokens. So I think that's going to be the next kind of a bull market, if you will, in the ICO sphere. Okay, thank you for all your answers. If you want to follow your project, you can go on your website, which is? Yes, you can go to Gion.network. Gion.network, and on the social network? GEON.network. Thank you, Peter. Thank you. My pleasure. Thanks very much.